lecture à faire. Aujourd'hui, c'est un entretien un peu spécial. C'est avec Monsieur Éric Bardet, qui malheureusement ne pouvait pas se joindre à nous pour le panel qui faisait la revue du livre qui porte sur Amazon et Jeff Bezos, donc Amazon, la boutique à tout vendre. Il s'était bien préparé, vous allez comprendre pourquoi il n'était pas là. C'était le jour ou le lendemain de l'annonce de la fusion de Archambault et Renaud-Bré. Alors, pour que vous compreniez le lien entre Archambault, Renaud-Bré et notre invité spécial, Éric Bardet. Éric, dis-nous qui tu es et que fais-tu? J'ai en charge toute l'activité web et marketing web et numérique au sein du groupe Archambault. J'ai une bonne connaissance dans le secteur. Puis oui, effectivement, ça a impacté un petit peu notre activité, une telle nouvelle. Donc, merci beaucoup de m'avoir offert l'opportunité de déplacer un peu cette entrevue. C'est important pour moi parce que je pense que ton regard sur ce livre-là, compte tenu justement de ton expérience professionnelle, de ton expertise en commerce électronique, pour moi était vraiment un cadeau que tu me faisais d'accepter de lire le livre. Donc, c'est un plaisir de te recevoir. Donc, la première question, juste pour introduire le sujet, Amazon, la boutique à tout vendre, ton premier point de vue sur le livre, comment ça s'est passé pour toi? Bon, je vais être transparent avec vous. Ça faisait quelques années que je n'avais pas lu de si gros livres. C'est un 400 pages. J'avais perdu un peu cette habitude, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. En fait, j'ai eu beaucoup de plaisir de me porter volontaire pour ce panel de lecture, surtout quand j'ai vu les personnes qui avaient autour du panel. Les principales questions que je me suis posées, en fait, en lisant ce livre, mes attentes, en fait, c'était de connaître l'origine d'Amazon, puis finalement aussi du commerce électronique. Ça a commencé en 95. Et puis aussi de comprendre l'essence même de l'entreprise d'Amazon, vu par Brad Stone, qui est quelqu'un de très proche pour Jeff Bezos, qui a suivi toute l'activité de Jeff Bezos. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, Jeff Bezos a quand même une personnalité qui fait parler beaucoup de lui. Donc, je voulais en connaître les traits de caractère et puis, si possible, faire des parallélismes avec d'autres personnes que je connais, et puis m'identifier par rapport à ces points-là. Puis, éventuellement, s'il y avait des points sur l'approche en stratégie web pour enrichir ma méthodologie ou mes réflexions, je veux savoir si j'allais apprendre quelque chose sur ce point-là avec ce livre. Globalement, en fait, juste pour parler du livre, parce que ça, c'est le contenu. C'est important de parler du contenant, du moins la mise en forme. Brad Stone est quelqu'un qui écrit très bien. Il a malgré tout un style, quoi pas malgré tout, il a quand même un style américain. Donc, il faut être habitué à faire des allers-retours assez régulièrement tout au long de la lecture, de se replacer dans le temps. Ça demande un petit exercice. Mais on y arrive, on adopte cet exercice, ce mouvement assez rapidement. Je mettrais peut-être un petit bémol pour la traduction. Déjà, il y a beaucoup d'erreurs grammaticales et orthographiques. Puis, pour avoir lu quelques extraits en anglais, je pense que l'essence est plus fort en anglais que ce qui est ressorti en français. Mais globalement, c'est quand même un très bon livre. Mm-hmm. Merci d'avoir soulevé l'aspect contenant. Hein. J'avais quand même moi-même fait quelques commentaires sur Brad Stone. C'est un journaliste. On voit quand même toute la recherche derrière le livre. C'est le point que moi j'avais soulevé dans l'autre panel. J'aimerais prendre tout simplement les suggestions que tu me fais. Je te laisserai choisir lequel, parce que dans le panel, on a commencé à parler plus de Jeff Bezos, la personne. Peut-être qu'on peut partir de ce plan-là aussi. Donc, on se tutoie, Éric, parce qu'on se connaît, là, mais qu'est-ce que c'est que tu as découvert, qui t'a plu, qui t'a surpris ou pas en découvrant M. Bezos? Déjà que Jeff Bezos, par défaut, n'est pas un commerçant. C'est un financier à la base, un mathématicien même. Puis ça explique beaucoup de choses dans son comportement, dans ses traits de caractère qui sont comme assez binaires et pas très empathiques. Néanmoins, il avait quand même une excellente vision. Et la vision, c'est c'est le mot à la mode aujourd'hui, c'est l'expérience client. Oui. Sauf que lui, il a adopté cette vision-là il y a 20 ans de ça. Donc,
c'est quand même un très bon point pour lui, malgré qu'il ne soit pas ni marketeur ni e-commerçant. J'ai retrouvé la même froideur que chez Steve Jobs, notamment envers, c'était même plus accentué envers les employés, dans lequel chaque employé devait même payer sa place de stationnement, payer son lunch, même quand c'était pour recevoir des fournisseurs, faire des entrevues. Donc, c'était quand même assez poussé, même pour des VP, des personnes importantes. J'ai ressenti une approche assez nombriliste où il s'imagine au centre du monde, mais force est de constater que ce style de caractère attire quand même des personnes qui sont attirées par des projets d'envergure où ils peuvent laisser une empreinte. Donc, c'est ça. Le fait aussi d'être mathématicien, financier, fait que il a été calculateur assez tôt, puis il a vite compris les astuces au niveau des taxes. Comment optimiser la rentabilité de l'entreprise en évitant les taxes. C'est la raison pour laquelle il est allé s'installer à Santa Cruz. C'est un bon point. Dès le départ, il avait ce réflexe-là, puis on voit encore aujourd'hui qu'il exploite encore ces faiblesses-là au niveau des États. Mais ça nous en dit beaucoup quand même sur lui. Puis pendant la discussion avec le panel aussi, en tout cas moi personnellement, c'est une personne pour qui j'aurais énormément de difficultés à travailler compte tenu de ma personnalité, de ma façon d'être, mais on reconnaît toutes les deux que c'est un génie et pour lui, c'est pas sentimental, ces choses-là. C'est des projets, ils sont grandioses, t'embarques ou t'embarques pas. Et l'expérience de vie viendra du projet comme tel. Du côté d'Amazon, on découvre vraiment l'histoire et déjà, tu as soulevé le fait, tu vois, Amazon, c'est un peu l'histoire du commerce électronique. De ce côté-là, comment est-ce que tu as apprécié le contenu et est-ce qu'il est riche, est-ce qu'il est intéressant, et oui ou non, selon le cas? Il y a une notion de contexte qui est importante à apporter, qui explique beaucoup de choses, puis ça va me permettre de terminer une dernière phrase sur le profil de Jeff Bezos. Il a dans l'idée, puis il y a une phrase que j'ai retenue dans le livre qui dit « Il est plus facile d'inventer le futur que de le prédire ». Et force est de constater qu'il l'a inventé. Aujourd'hui encore, il l'a inventé dans la logistique. J'imagine que c'est un point qu'on va parler un petit peu plus tard. Il n'a pas hésité, compte tenu qu'il n'est pas commerçant à la base et qu'il n'est pas bloqué par les règles du commerce parce qu'il n'en a pas la connaissance, il s'est permis des libertés qu'un commerçant ne serait pas permis. C'est comme ça qu'on fait évoluer le monde. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, force est de constater qu'aujourd'hui, c'est une grosse entreprise. La notion de contexte est importante, c'est que si quelqu'un avait le caractère de Jeff Bezos aujourd'hui et voudrait partir avec la même stratégie, la même approche, c'est pas dit qu'il y arriverait. Parce qu'à cette époque-là, il y avait 2 points importants. La première, c'était la bulle Internet. Tout ce qui était sur Internet prenait de la valeur très, très rapidement. Puis ça emmène le deuxième point, c'est que du coup, c'est plus facile d'avoir du capital. Ouais. Parce qu'il n'a pas visé la rentabilité pour l'instant, il a visé dès le départ juste l'expérience client versus la rentabilité. S'il n'avait pas eu de connaissances financières, s'il n'avait pas eu son réseau aussi dans la finance, et s'il n'avait pas été dans cette grosse explosion du web, probablement qu'il aurait eu plus de difficultés à finaliser son projet. Puis même, on l'a vu, ça ne fait pas si longtemps que ça fait juste, mettons, 3-4 ans, ou peut-être, mettons, 5 ans depuis qu'il a instauré les autres services, que Amazon se positionne et commence à être en bonne santé. Mais la partie commerçante d'Amazon, c'est pas un modèle rentable depuis bien longtemps. C'est peut-être ça qui surprend aussi, justement, que c'est une grande compagnie qui vaut maintenant des milliards de dollars, mais il a exploité le modèle et a grandi avec le modèle du commerce électronique. Quand il s'est rendu compte que vendre uniquement des livres, c'était peut-être pas la seule chose
qui assurait son succès, puis qu'il fallait qu'il aille encore plus loin pour offrir de plus en plus de produits et de les rendre accessibles et livrés rapidement. C'est l'histoire de l'arrivée du commerce électronique, à mon avis. L'aspect logistique, j'avais vraiment hâte d'avoir ton point de vue parce que toi, tu travailles dans une boutique, tu travailles chez Archambault, vous avez cette responsabilité-là de, si moi je vais chez vous puis je me commande soit de la musique, de livres ou quoi que ce soit que vous vendez, tout l'aspect logistique derrière ça, c'est un casse-tête, c'est énorme. Est-ce que tu as découvert des choses qui t'ont, comment dire, étonné, surpris, validé, tout cet aspect-là du livre là, qui visait l'efficacité. Donc, je vends un produit, je le rends accessible facilement et toute l'infrastructure qui a été développée par rapport au réseau de distribution et tout ça. Comment tu as trouvé ce contenu-là? Il y a plusieurs points à ça. Un des points déjà, c'est que c'est probablement grâce à la logistique qu'il a mieux mesuré la valeur ajoutée des employés. Parce qu'il a eu beaucoup d'échecs là-dedans. Puis effectivement, c'est un pilier essentiel au commerce électronique. Même s'il s'est entouré des meilleurs, compte tenu qu'il avait un caractère assez fort et expéditif, mais il y en a qui ont fait des courtes carrières, puis ça a empêché le développement de la logistique. Dès qu'il a laissé un peu plus de liberté à ses principaux VP, vice-présidents, ça s'est beaucoup amélioré. Aussi, ce qu'il a vite compris, c'est que la logistique, c'est quand même un certain nombre de coûts, c'est des coûts importants. Donc, c'est pour cela qu'il a vite proposé cette structure à d'autres joueurs qui auraient pu être ses concurrents très rapidement, comme un Toys R Us par exemple, ce qui a permis de ralentir finalement la croissance de ces concurrents-là, mais à lui d'avoir une source de financement aussi pour payer le développement de sa centrale. Donc, il a essayé de faire comme une marque blanche, en fait, un peu de sa logistique. Puis, c'est une bonne approche. Aujourd'hui, Amazon, en tout cas en France, font beaucoup de vidéos publicitaires axées ressources humaines, où ce sont des employés, souvent des jeunes qui sortent d'école avec des maîtrises et qui, pour leur premier emploi, travaillent chez Amazon et expriment qu'ils sont 100% responsables de leur job. Ils ont une mission, à eux de l'assouvir, puis ils y prennent beaucoup de plaisir. Donc, je pense qu'entre 1995 et 2015, il y a une grande évolution qui s'est faite. Aussi, Bralston sous-entend que dans le courant des années 2000-2005, certainement que Jeff Bezos était aidé avec un coach ou un mentor qui lui a permis d'être un peu plus smooth, là, comme on pourrait dire en bon québécois. Puis je pense que c'est ça qui a permis de continuer le développement d'Amazon. Si on le voit aujourd'hui, le réflexe d'Amazon, c'est de vouloir livrer quasiment avant même que tu penses à acheter le produit. Oui. C'est grâce à la connaissance du client. C'est une bonne approche. On le voit avec les drones, il y a une question de livraison rapide, d'enlever encore un intermédiaire qui sont les Postes Canada de ce monde, les FedEx et compagnie. Donc, de réduire encore, d'essayer d'optimiser leur marge, mais toujours en ayant en vision première l'expérience client. Commande le produit, c'est pas vrai qu'il doit attendre le lendemain. S'il peut l'avoir tout de suite, c'est un meilleur argument pour faire les ventes impulsives et surtout pour se démarquer de ses concurrents. D'autres aspects que tu avais quand même appréciés parce que du côté, dans ton troisième point, tu parlais des stratégies. Moi, je suis stratège web, j'ai une expérience là-dedans, je travaille en commerce électronique depuis plusieurs années. Est-ce que tu as été bien servi? Est-ce que tu as découvert des choses ou… Je découvre juste qu'on avait, on a comme une bonne dizaine ou peut-être une quinzaine d'années de retard sur sa stratégie web à lui. Ouais. Qu'il avait mis dès au départ. Donc, ça veut dire qu'il avait quand même une vision. Puis probablement qu'en mettant le client au centre de sa vision, c'est ce qui lui a permis de développer la meilleure stratégie web.
je vois encore, je suis assez ce qui se fait sur les plateformes d'Amazon à travers le monde, parce qu'elles ne sont pas toutes égales. Entre le Amazon.com, le .fr, le UK et compagnie, il y a des fonctionnalités différentes. On voit qu'il y a encore des subtilités. Il innove beaucoup, plus vite que ce que nous, on peut penser. Donc, c'est encore un moteur à bonne pratique dans le commerce en ligne. Mhm. Dans le panel qu'on a fait, j'étais en train de le réécouter avant notre entretien, puis euh, Ambroise Debray, qui était un des panélistes, dit que Jeff Bezos, c'est un market disruptor. Il est là pour déranger le marché, d'arriver dans un marché et de tout refaire. En fait, l'industrie, lui, il l'a fait au niveau du livre et autres produits qu'on peut acheter sur le web. Je me permets, je pense qu'il a raison dans ce sens-là. J'aime cette expression-là, Jeff Bezos, le market disruptor. Puis Mathieu Hall disait que Amazon a été le détonateur. Et j'aime l'expression. Donc, il a vraiment propulsé le commerce électronique comme peu d'autres à cette époque. Et encore aujourd'hui, on doit certainement le mettre parmi les plus grands, les grands commerçants en ligne. Qu'est-ce que tu penses de ça, le market disruptor, détonateur? Est-ce que ça représente bien ce qu'on va découvrir en lisant le livre? Je suis tout à fait d'accord avec l'avis de Mathieu sur l'aspect détonateur. C'est vrai que c'est Jeff qui a lancé vraiment l'esprit e-commerce. Comment fait-on pour vendre et qu'est-ce qu'on doit faire pour vendre en ligne versus en magasin? Le market disruptor, je serais un peu partagé, par exemple, dans le sens où je pense que le web, la technologie en général, a apporté un nouveau art de vivre à nos clients qui s'y sont très vite adaptés, plus vite que les entreprises, faute de moyens aussi. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils aient détruit la partie marketing. Je crois juste qu'ils ont fait en sorte d'accélérer la transformation de marché par rapport à l'économie réelle d'aujourd'hui qui est, oui, d'avoir des points de vente physiques, mais c'est aussi d'avoir un point de vente mobile, c'est aussi d'avoir une boutique en ligne, c'est toute la notion de total retail. Donc, oui, il bouleverse, Jeff Bezos a bouleversé. Est-ce que c'est une destruction? Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est une évolution accélérée vers où on devait aller rapidement. Puis quand on voit que dès les premières lignes, la préoccupation de Jeff, c'est l'expérience client, il n'a rien bouleversé, il n'a rien cassé. Il a juste positionné le client au centre de sa stratégie. Ce que l'on fait, nous, aujourd'hui, qu'on l'entend juste depuis 2 ans ici au Canada en disant il ne faut plus focuser sur le produit ou le service, mais sur l'expérience client. Bon, ben, ça fait 20 ans qu'il le fait. Exactement. Bon, pour conclure, j'aimerais te poser la question, je crois comprendre que c'est un livre qui t'a plu. Donc, est-ce que c'est un livre qu'on recommande? Puis, à ton avis, qui va vraiment jouir de cette lecture-là ou apprendre de ce livre-là? Oui, c'est un livre. J'ai regardé quelques-unes de tes autres capsules auparavant, puis je les ai suivies. Tu demandais d'avoir une évaluation sur 5. Donc, je peux te Oui. préparer la question. J'avais noté à 4,5. Vraiment entre le 4 et le 5, parce que ce qui m'empêcherait d'avoir le 5, comme je disais au début, c'est vraiment la partie traduction qui est en défaut. Mais par contre, Bradstone et puis sa manière de raconter est excellente. Et les points sur lesquels il appuie sont les bons points, je pense, pour comprendre Jeff Bezos. À qui je recommanderais ce livre-là? À toute personne qui commence dans le commerce en ligne, parce qu'il y a les bases du raisonnement pour le commerce en ligne. À toutes les personnes qui veulent faire du marketing, parce que c'est évident, j'ai plus de 15 ans d'expérience, mais c'est évident que le client, c'est la sève de l'entreprise, on doit focuser client tout en pensant rentabilité, ce à quoi Jeff Bezos a pu passer un petit peu à travers les mailles pendant quelques années. Mais avant de penser entreprise, il faut penser client.
C'est à peu près. Bon, c'est ça, puis c'est conséquent aussi avec ce que les autres panélistes ont dit. Donc, sur ce, je vais mettre fin à l'entretien. On a passé une très belle demi-heure. Je te remercie, Éric. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté d'être panéliste au sein du club. C'est un privilège pour moi d'avoir des gens d'aussi grande qualité que toi dans ton domaine d'expertise et auprès de la communauté web en général. Donc, bonne continuité. Je te recrute peut-être une autre fois. Soit à l'affût, je te garde sur ma liste de panélistes. Merci d'organiser ces panels, Micheline. C'est une bonne idée. Puis j'espère que ça va faire des petits, puis qu'il va y avoir de plus en plus de monde qui vont y adhérer. Merci beaucoup, Éric. À bientôt et bonne continuité. Hein? Ça aussi. Au revoir. Au revoir.